Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine écoulée, marquée par la réunion de la Banque centrale européenne qui a frappé un grand coup, 0,75% de hausse de taux d'un coup, c'est la plus forte hausse de son histoire. C'est une hausse équivalente à celle qu'avait mis en place la Fed au cours du mois de juillet. Donc la Banque centrale européenne frappe un grand coup. La conférence de presse qui a suivi cette décision de politique monétaire, qui a d'ailleurs été prise à l'unanimité, a rappelé Christine Lagarde, même s'il y avait différents points de vue autour de la table, a-t-elle précisé, décision prise à l'unanimité. Et donc la conférence de presse qui a suivi la décision sur les taux est une conférence particulièrement hawkish, plutôt faucon, donc avec peu de marge de manœuvre pour une politique plus souple dans les mois à venir. On rappelle que l'inflation en zone euro a excellé les 9%, donc c'est une inflation qui est complètement largement au-dessus du mandat de l'objectif du mandat de la Banque centrale européenne. Donc un discours qui s'est voulu ferme. Christine Lagarde qui a rappelé qu'il faudra d'autres hausses de taux pour parvenir au taux neutre. On rappelle que ce taux neutre, donc, c'est le taux auquel la Banque centrale européenne doit amener son taux principal pour qu'il ne soit ni trop accommodant ni trop restrictif, qui permet de lutter efficacement contre l'inflation tout en soutenant l'activité économique. Donc d'autres hausses de taux seront nécessaires. Christine Lagarde qui a quand même rappelé qu'il faudrait un peu plus que 2 réunions, donc probablement plus que 2 réunions pour parvenir à ce taux, et qu'il faudra moins de 5 réunions. Donc on a quand même un petit ordre d'idée de la trajectoire concernant les décisions à venir sur les taux. Après, c'est vrai qu'on se doute bien que le pic inflation, on ne doit pas être très loin d'y être. En tout cas aux États-Unis, c'est très probablement le cas. En Europe, des problématiques liées à l'énergie qui sont différentes, donc qui décalent l'arrivée de ce pic inflation. Mais pour autant, on voit bien que la Banque centrale européenne a quand même des considérations liées à la croissance, à l'activité économique. L'objectif étant effectivement de ramener l'inflation vers 2% en impactant le moins possible la croissance économique. Mais c'est vrai qu'on a entendu des voix s'élever, notamment à Jackson Hole, donc le fameux symposium des banquiers centraux à la fin du mois d'août, où une des membres de la BCE, qui est très écoutée par le marché, parce qu'elle a souvent une voix assez consensuelle par rapport aux décisions de la BCE, Isabelle Schnabel, qui avait expliqué que, en gros, s'il fallait passer par une récession pour parvenir à l'objectif de 2%, eh bien, ça ferait partie malheureusement du prix à payer pour ramener l'inflation vers des objectifs plus soutenables et vers des niveaux plus soutenables. Donc on sent bien que la question de la récession n'est pas un élément qui est devenu très tabou pour les banquiers centraux, aussi bien du côté de la Fed que du côté de la Banque centrale européenne. Pour autant, dans les prévisions de croissance de la BCE, qui ont été donc communiquées jeudi, eh bien, on voit que les scénarios de croissance montrent quand même un gros ralentissement de la croissance dans les mois à venir, mais pas de récession, en tout cas, anticipée par la Banque centrale européenne. Donc espérons que ce scénario soit le bon, mais en tout cas, il y aura forcément un impact, et c'est ce que prévoit la Banque centrale européenne pour la croissance. Et donc, le chemin vers, un peu comme pour la Fed, le chemin vers un soft landing, vers un atterrissage en douceur, est plutôt étroit. Donc ça, c'était la décision prise par la Banque centrale européenne. Au même moment où Christine Lagarde s'exprimait, Jérôme Powell a également parlé, donc le président de la Fed, qui a lui aussi eu un discours relativement ferme, indiquant que la Fed était fermement engagée à faire baisser l'inflation, et qu'il y avait une focalisation sur ce mandat qui était très importante, et que plus l'inflation restait au-dessus de l'objectif, plus grand était le risque. Et on voit bien que la mantra des banquiers centraux actuellement, c'est de répéter qu'il faut frapper fort et à court terme, pour éviter que l'impact économique de cette inflation élevée ne persiste trop, parce qu'ensuite, le coût pour ramener l'économie à un niveau acceptable, si l'inflation restait trop longtemps et qu'on ne la gère pas assez vite, eh bien ce coût était bien supérieur finalement au coût pour l'économie de prise de décision relativement agressive à court terme. Donc on voit bien que les banquiers centraux finalement veulent amener le taux neutre, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, très rapidement à son niveau, et ne pas le faire par étapes successives, plusieurs très grosses hausses de taux, et une fois qu'on est au taux neutre, après on voit comment l'économie se comporte, l'objectif étant de faire en sorte que le maximum d'emplois soit préservé, mais d'arriver à ralentir suffisamment la demande. On a eu là en cette fin de semaine, donc vendredi, au moment où ce podcast est enregistré, on a eu des déclarations de Villeroy, membre de la Banque centrale européenne, qui expliquait que, en gros, la moitié de l'inflation qu'on avait en Europe, la moitié de l'inflation n'était pas due aux problématiques d'énergie ni à la question de l'agriculture. Et donc, ça veut dire que si on a une inflation à 8,5-9%, eh bien que la moitié, donc un 4-4,5%, n'est pas due à l'énergie ni à l'inflation arrivant par les produits agricoles. Donc, ça veut dire que c'est cette inflation-là contre laquelle il faut lutter massivement. Et effectivement, à 4,5%, eh bien,
d'inflation, on voit que la marge de manœuvre pour la BCE pour durcir encore ses taux est importante, et que c'est une inflation qui reste inacceptable, qui reste, même si elle est plus faible que les niveaux quand on inclut l'énergie et la partie alimentaire, que c'est quand même une inflation qui n'est pas tenable et qui est largement trop loin de l'objectif fixé à 2%. Donc, pas vraiment d'éléments accommodants. Pour autant, le marché, dans ses réactions premières, réaction jeudi après-midi, puis vendredi dans la matinée, on a une réaction de marché plutôt détendue, rebond, donc avec un dollar qui s'est un petit peu affaibli. Et c'est vrai que ce que l'on regarde en fait en même temps que les décisions de politique monétaire, c'est le comportement des taux courts. Ça, c'est important parce que les taux courts, c'est les taux, par exemple le taux 2 ans américain, le taux 2 ans allemand, c'est des taux qui sont très sensibles aux décisions de politique monétaire. C'est des taux qui sont très sensibles à toutes les thématiques inflationnistes. Et plus ces taux courts montent dans cet environnement inflationniste, plus ça signifie que le marché anticipe des durcissements monétaires. Et donc, ça veut dire que si vous commencez à avoir des rendements sur l'obligataire à court terme qui deviennent importants, ce qui est le cas par exemple pour le taux 2 ans américain qui est à 3,5%, ça veut dire qu'un investisseur aura le choix entre placer tout sur les actions et chercher uniquement le rendement sur action, ou au contraire, diversifier ses investissements et remettre une partie sur l'obligataire qui rapporte donc des rendements largement positifs, enfin largement... les taux réels redeviennent progressivement positifs, mais ça veut dire que vous avez des rendements, vous avez de l'obligataire qui rapporte à nouveau quelque chose. Alors que pendant longtemps, dans les politiques post-Covid, où les taux des banques centrales étaient à zéro, vous avez des rendements obligataires complètement écrasés, ce qui favorisait l'effet TINA, où en gros, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative à part placer ses fonds sur les actions. Aujourd'hui, il y a des alternatives, et notamment sur la partie obligataire, qui a beaucoup corrigé, la valeur des obligations a beaucoup baissé, signe que les taux se sont redressés, et donc les taux qui se redressent, c'est-à-dire du rendement, et donc aujourd'hui un investisseur, il a le choix entre les actions et les obligations. Donc plus vous avez des taux courts qui se redressent, plus c'est une crainte pour une politique monétaire restrictive, plus c'est un signe que l'inflation tape fort. Mais ça veut aussi dire que c'est baissier pour les marchés actions parce qu'il y a de l'alternative sur des rendements, sur des taux, notamment sur des maturités plus courtes. Donc, on va surveiller ça parce que là, on voit effectivement que les marchés se sont un petit peu redressés post-réunion des banques centrales, mais il n'y a pas eu de gros catalyseurs. Ce n'est pas lié à des éléments très spécifiques. On a simplement vu que du côté des taux américains, c'était plutôt une évolution un peu consolidante depuis quelques jours. Donc, il n'y a pas de nouvelle poussée à la hausse du taux 2 ans américain, qui ne baisse pas pour autant, qui se maintient dans une zone haute, mais de manière latérale, sans évoluer à nouveau à la hausse. Donc ça peut, notamment après le discours agressif hier de Jérôme Powell et de Christine Lagarde, ça peut un peu rassurer le marché de voir que finalement le marché action, donc ça peut le rassurer de voir que le marché obligataire n'est pas encore en train de lifter la partie taux, donc de vendre la partie de vendre les obligations et de lifter les taux. C'est plutôt ce qui plaît au marché ce matin. Mais il n'y a pas eu de gros catalyseurs. On a quand même eu cette semaine des éléments un peu plus positifs sur le front de l'énergie, avec une baisse du prix du gaz naturel sur différentes places européennes, malgré la fermeture du gazoduc Nord Stream 1. On a également eu le pétrole qui est venu chercher son plus bas niveau depuis le début de l'année. On a frôlé les $80 sur le Brent et le WTI. Donc, tassement des prix de l'énergie, ça peut aussi aider du coup à faire en sorte que les taux ne montent pas forcément beaucoup plus haut que les taux courts, donc ne montent pas beaucoup plus haut, parce que ça veut dire que si l'énergie baisse, probablement il y aura un impact favorable pour l'inflation qui fera baisser l'inflation, donc qui tassera un petit peu l'inflation. Donc le marché est peut-être en train de parier un petit peu là-dessus, sur l'effet aussi des prix de l'énergie qui partent un petit peu à la baisse. Mais à ce stade, c'est quand même une réaction assez court terme pour qu'on puisse conclure que ça y est, les marchés ont touché le pic stress et que la volatilité est partie pour décroître de manière pérenne. Il faut qu'il y ait d'autres éléments pour ça. Il faudrait par exemple qu'on ait la semaine prochaine des chiffres d'inflation aux États-Unis qui montrent un ralentissement bien marqué. Il faudrait que l'on ait peut-être des éléments liés à la géopolitique qui fassent accélérer à la baisse les prix du gaz, par exemple en zone euro, les prix du gaz naturel donc qui s'échangent sur les places européennes. Il faudrait qu'on ait des éléments de ce côté-là. Il faudrait qu'on ait des éléments macroéconomiques, par exemple en provenance de la Chine, et il y en aura la semaine prochaine, en tout cas qui seront publiés, qui soient meilleurs que les précédents, notamment tout ce qui est vente au détail, production industrielle, investissement, qui montrent que la Chine parvient à limiter la casse. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait plus d'éléments. Pour l'instant, cette détente du marché, on la remarque, mais on ne peut pas conclure que ça y est, le plus dur est passé. Pour cela, il faut encore plusieurs semaines de données économiques, avec un rebond qui s'amplifie sur les marchés actions, avec un dollar qui accentue sa baisse. On voit que l'euro rebondit un petit peu, on voit que la livre rebondit un petit peu, on voit que le yen se renforce également. Donc, c'est-à-dire que le dollar est en train de faiblir. C'est surtout une thématique dollar. Donc, il faudrait que ça se renforce encore un petit peu dans les semaines qui viennent pour qu'on conclue, ça y est, que le plus dur est passé, que le dollar a touché son pic, que les taux ont touché leur pic, et puis
que les marchés actions ont touché leur creux et commencent à repartir de manière plus pérenne. Voilà, donc il manque encore un petit peu de données économiques. On a eu cette semaine également, avant de passer au programme pour la semaine prochaine, on a eu les annonces de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, donc des mesures qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait dans d'autres pays européens, notamment sur le fait de caper comme ça les dépenses d'énergie des ménages britanniques, qui étaient menacés d'une envolée flagrante des prix de l'énergie, des mesures de soutien pour les entreprises confrontées à ces difficultés, et des mesures qui avoisinent les 100 milliards de livres. Donc un très gros plan qui a été proposé par la nouvelle Première ministre. Ça peut plaire au marché aussi, ça peut plaire notamment au marché d'échange avec le petit rebond de la livre, parce que ça veut dire qu'il y a un cap, ça veut dire qu'il y a un peu de visibilité, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises, et ça veut dire aussi que ça peut permettre de lutter aussi contre l'inflation, parce qu'on a vu par exemple que des pays comme la France qui ont mis en place des mesures visant à limiter le prix de l'énergie, eh bien, on est un des pays en zone euro qui connaît l'inflation et des inflations les plus faibles des différents pays de la zone euro. Donc ça, c'est aussi important parce que ça peut permettre d'adoucir un petit peu les craintes ensuite par rapport au durcissement des politiques monétaires pour lutter contre l'inflation. Voilà, donc là, il y a un policy mix, on appelle ça, donc un mix entre les politiques publiques, budgétaires et les politiques monétaires qui pourrait parvenir à diminuer les craintes sur l'inflation forte au Royaume-Uni. On parlait de certaines hypothèses à plus de 20%. Goldman Sachs avait parlé de 20% de possibilité d'inflation en cas de problème énergétique majeur. Donc on voit bien que toutes ces mesures annoncées cette semaine, ces mesures politiques, eh bien, peuvent amener leur lot de petites détentes sur les marchés, même si ce n'est pas de manière pérenne complètement aujourd'hui qu'on peut conclure ça, mais ça participe quand même un petit peu à la détente qu'on est en train de voir en cette fin de semaine. Il faut voir si elle tient. C'est pour l'instant des mouvements relativement court terme. Voilà ce qu'on pouvait dire. Puis aussi, on rappelle tout à l'heure le pétrole qui a baissé malgré la décision de l'OPEP de diminuer sa production. Donc, on peut y voir deux choses à cela. C'est d'un côté que le marché se dit, finalement, tout a été pricé en termes de risques géopolitiques, etc. Donc, les prix du pétrole vont partir à la baisse et les prix du gaz aussi. Même si la Russie coupe les vannes, l'Europe parviendra à passer cette phase délicate et ensuite, on est déjà en train de regarder l'après. Donc ça, ce serait la conclusion la plus optimiste par rapport à la situation actuelle. Il y a une autre conclusion qui est moins optimiste, qui serait que si l'énergie continue de décrocher et que ça se fait parce que les statistiques macroéconomiques sont moins bonnes dans les jours et les semaines qui viennent, ce sera une anticipation d'une dégradation économique liée au contexte justement de durcissement des politiques monétaires, de ralentissement économique mondial, de ralentissement de la Chine et d'impact géopolitique. Donc détente des prix de l'énergie peut avoir deux origines différentes et voilà, donc ça on va le surveiller parce qu'on ne peut pas conclure que la baisse du pétrole, on peut conclure que ça aura un effet positif sur les prix, c'est-à-dire que ça va faire un petit peu baisser les prix, mais la question c'est est-ce que ce sera le point suffisant pour les marchés pour commencer à rebondir parce que les thématiques inflationnistes vont commencer à repartir un peu à la baisse, ou est-ce qu'au contraire, ce sera la traduction d'une macroéconomie mondiale qui ralentit très fortement, et dans ce cas-là, ce sera plutôt négatif pour les marchés, parce que ce sera négatif pour les entreprises aussi, et ça se verra dans les résultats. Donc on est un petit peu à ce carrefour d'analyse en ce moment, où on ne sait pas trop si la baisse des prix doit être analysée de manière positive pour le marché à ce stade, ou si c'est plutôt la traduction d'un ralentissement économique mondial, donc à surveiller pour faire des croisements par rapport aux données macroéconomiques notamment. Voilà ce qu'on pourrait dire pour le résumé de cette semaine. On va donner rapidement le programme pour la semaine prochaine. Donc lundi, ce sera les publications de chiffres économiques aux États-Unis, dans une période évidemment très particulière pour les Britanniques. PIB britannique sera communiqué lundi. Mardi, on aura l'indice ZEW, donc le sentiment économique en Allemagne, et les très attendus chiffres d'inflation aux États-Unis. Mercredi, autour de l'inflation au Royaume-Uni d'être communiqué. Jeudi, donc il n'y aura pas de réunion de la Banque d'Angleterre. La réunion par rapport au contexte que l'on connaît au Royaume-Uni actuel, eh bien, la réunion a été décalée d'une semaine et elle interviendra la semaine d'après, donc juste après la décision de la Fed. Donc ce sera le 22 septembre pour la réunion de la Banque d'Angleterre par rapport à sa politique monétaire. On aura jeudi prochain les ventes au détail aux États-Unis, important par rapport aux consommateurs américains, et ce même consommateur qu'on retrouvera le vendredi, avec l'étude justement qui permet de mesurer la confiance des consommateurs aux États-Unis, l'étude de l'Université du Michigan. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.